Depuis qu'existe la République, l'école est considérée comme la colonne vertébrale de la République. C'est particulièrement vrai avec la consolidation républicaine de la Troisième République. Et chacun sait que cette consolidation a été parallèle avec la consolidation de l'école. Ce premier principe, cette première vérité de notre histoire républicaine se voit dans cette nouvelle loi qui, comme cela a été dit précédemment, est une loi de liberté, une loi qui permet aussi de consolider l'école de la République dans notre société du XXIe siècle. Elle repose finalement d'abord sur une première affirmation toute simple, mais qui a particulièrement de valeur dans la période actuelle, c'est que l'école est bonne pour les enfants. Nous le savons dans cette période sanitaire si particulière, il est très important que les enfants aillent à l'école. C'est pourquoi cette loi s'inscrit aussi dans l'héritage de ce que nous avons fait depuis 2017, puisque nous avons, dans la loi pour l'école de la confiance, établi que l'instruction était obligatoire à 3 ans. Nous avons aussi, au travers d'autres dispositions, je pense en particulier à la loi dite Gatel, établi qu'il pouvait y avoir une capacité d'empêcher de la part du ministre de l'Éducation nationale l'ouverture d'une école hors contrat. Cela fait partie d'une stratégie donc générale de défense des valeurs de la République dans notre vie collective. Moi, j'avais pas mal d'élèves qui étaient un peu traumatisés à l'époque sur les francs-maçons. Et je leur disais, mais c'est rien en fait, les francs-maçons. C'est juste des gens qui se rencontrent pour parler et il n'y a rien. C'est juste des gens qui veulent parler tranquillement et ils veulent pas que ça sorte de là. Mais c'est pas pour conquérir le monde, c'est juste pour manger des trucs et il n'y a rien quoi en fait. Faut se détendre avec ça. Le Grand Orient organise des sorties scolaires. Ouais. J'étais allée chez eux si ça t'intéresse. Comme ils organisent des conférences pour les gens qui ne sont pas francs-maçons. Aussi réclame-t-il un enseignement neutre au nom de la liberté de conscience, mais neutralité toute particulière en réalité. Citation. On vous parle de la neutralité scolaire, mais il est temps de dire que la neutralité scolaire n'a jamais été qu'un mensonge diplomatique et une tartufferie de circonstances. Nous l'invoquions pour endormir les scrupuleux et les timorés. Mais maintenant, il ne s'agit plus de cela. Jouons franc jeu. Nous n'avons jamais eu d'autre dessein que de faire une université anti-religieuse, et anti-religieuse d'une façon active, militante, belliqueuse. Citation de René Viviani, ministre socialiste, loge Droit et Justice, dans le quotidien L'Humanité du 4 octobre 1904. Ce même Viviani qui déclarait un jour à la tribune de la Chambre: dès l'instant que nous avons éteint les étoiles, il s'agit d'établir sur Terre l'équivalent d'un paradis. Ceci tiré de Mes cahiers de Barès. Donc on admirera le tranquille aveu du mensonge, Satan est vraiment le père du mensonge. Dès 1866, sous le Second Empire, Jean Massé, de la loge La Parfaite Harmonie, auteur de Qui tient les écoles tient tout, a fondé la Ligue de l'enseignement, qu'il qualifie de fille aînée de la franc-maçonnerie. Et le but premier des Républicains, jusqu'au début du XXe siècle, sera d'arracher à l'Église ses écoles. Comme dit François Brignot, le combat va dominer le XIXe siècle finissant. Il sera plus important que la bataille sociale, dont on parle pourtant davantage. Ce n'est pas tellement la bataille sociale, c'est la bataille scolaire qui sera importante à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe. Dans Le Sel de la Terre 54, il est fait état d'un ouvrage paru en 1935 sous les auspices de la Fédération nationale catholique du général de Castelnau, Socialisme maçonnique, ouvrage intéressant parce qu'il contient beaucoup d'extraits des comptes rendus des convents du Grand Orient. Quelques citations. Nous avons en premier lieu l'impérieux devoir de noyauter les ministères et les administrations publiques. L'éducation maçonnique de la jeunesse est la pierre angulaire de la République. C'est d'elle que dépend l'avenir de la République, bien entendu, tel que la franc-maçonnerie l'entend. On ne doit pas l'abandonner à l'autorité des familles. Il faut absolument que la société s'empare de l'enfant et le mène fermement vers les fins sociales pour lesquelles il est fait, etc., etc. Citation. C'est dans son sein que s'élaborent la plupart des... Il est question du Grand Orient. C'est dans son sein que s'élaborent la plupart des grandes réformes sociales. L'instruction laïque et obligatoire a été édictée, préparée et pour ainsi dire décrétée dans les loges il y a bien des années, et c'est ce qui a rendu possible qu'elle fût votée à la Chambre. Citation tirée du Mot d'ordre, un journal maçonnique, en 1899. Dans le gouvernement présidé par le protestant Waddington,
et dont 6 ministres sur 9 sont francs-maçons. Celui de l'instruction publique est Jules Ferry, des loges La Clémente Amitié et Alsace-Lorraine, auteur de « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu ». Ça figure dans l'exergue de l'emploi du déroulement des journées Jean Vaquier, si vous l'avez remarqué. Ce n'est pas exactement mot à mot pareil, mais enfin, ça revient au même. Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu. Au ministère, il est secondé par des personnages dont on vous a déjà entretenu. Ferdinand Buisson, citation, « Ferdinand Buisson, durant 40 ans, a dirigé les développements successifs de l'école primaire. Il possède la grande pensée du règne maçonnique. » C'est tiré, là aussi, de Maurice Barrès, dans mes cahiers. Il possède la grande pensée du règne maçonnique. Buisson fut le directeur à peu près inamovible titulaire de la direction de l'instruction primaire au ministère. Ferry ne perd pas de temps, preuve que l'inspiration de son action vient de loin. Pas plus de 6 semaines après son entrée en fonction, le 15 mars 1879, il est déjà en mesure de déposer 2 projets de loi. Le premier exclut les représentants de l'Église du Conseil supérieur de l'instruction publique et des conseils d'académie créés par la loi Fallou, et le second réserve à l'État la collation des grades universitaires et surtout, par son article 7, ôte le droit d'enseigner à tout membre d'une congrégation non autorisée. Jean Sévillat cite ce commentaire de Georges Duby dans son Histoire de France, citation, « Il ne s'agissait pas pour les républicains d'arracher la France à son ignorance. D'autres régimes, bien avant eux, s'en étaient chargés. Ce qu'ils désirent, c'est arracher les écoles primaires du peuple des mains de l'Église. » Fin de citation. C'est l'évidence même. Bon, c'est la citation d'un pontife de l'enseignement officiel, Georges Duby, mais c'est une constatation évidente. C'est arracher les écoles primaires du peuple des mains de l'Église. Alors l'astuce de Jules Ferry va consister à joindre la laïcité à la gratuité et à l'obligation scolaire. Paul Bert ne le cachait pas. Il disait « Les écoles congréganistes, par la gratuité, perdraient beaucoup de leur prestige. Et aussi, une fois le système de l'instruction gratuite et obligatoire établi et fonctionnant, on laïcisera les écoles communales, au besoin, graduellement. » Il fait cette déclaration au convent maçonnique de novembre 1877, citation trouvée dans Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie de M. Arnaud de Lassus. Il était aisé de prévoir que les parents inscriraient leurs enfants dans les écoles gratuites de l'État dès lors que les 2 systèmes coexisteraient, les 2 systèmes d'enseignement coexisteraient. Il suffisait alors de poser comme axiome que si l'école était gratuite et obligatoire, elle ne devait heurter personne et donc être neutre entre guillemets, c'est-à-dire, dans le langage maçonnique, laïque. À la suite d'élections favorables à la gauche, Ferry fait voter la loi du 28 mars 1882 sur l'obligation de l'enseignement primaire pour les enfants de 6 à 13 ans, garçons et filles. Elle supprime l'instruction religieuse de la loi Guizot, et dès lors, même si elle dispose que les établissements scolaires fermeront 1 jour par semaine, qui très longtemps ce sera le jeudi, pour que s'y tiennent le cours de catéchisme, eh bien, la loi dit désormais que Dieu est ignoré de l'enseignement de l'État en France. Reste à régler le sort des religieuses et religieux enseignants des écoles primaires publiques. La loi du 30 octobre 1886, prise par René Goblet, franc-maçon, successeur à l'instruction publique de Ferry, tombé à la Chambre sur l'Indochine, l'affaire de Langson, cette loi de Goblet leur ôte le droit d'y enseigner. L'objectif est clairement idéologique, faire des maîtres d'école, désormais nommés par les préfets et payés par l'État, et non plus comme très souvent avant par les municipalités, des propagateurs zélés du système et de son idéologie. Les conséquences de la loi vont être d'une immense portée. Le quotidien Le Temps écrit, citation, « Il ne faut pas s'y tromper, c'est peut-être l'événement le plus considérable de notre temps. C'est le commencement et le germe d'une révolution dans les idées et dans les mœurs dont il est impossible encore de mesurer la portée. La direction de ce qu'on pourrait appeler l'âme traditionnelle de la France va changer de main. Aux doctrines d'autorité vont succéder dans tous les domaines celles du libre examen. Les générations qui sortiront de ces écoles nouvelles ne ressembleront plus aux anciennes. » Fin de citation. Ça aussi, je l'ai trouvé dans Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie de M. Arnaud de Lassus.
Au convent de septembre 1891 du Grand Orient avait été adopté le vœu suivant, je cite, « Que le convent prenne une délibération tendant à charger le Conseil de l'Ordre de faire des démarches auprès de chaque ministère à l'effet de mettre tous les agents ou fonctionnaires qui émargent au budget en demeure de placer leurs enfants, c'est-à-dire de leur faire donner l'instruction dans des établissements laïques. » Fin de citation. Alors ce vœu est adopté à l'unanimité. Au convent suivant, en mars 1898, le même vœu est reconduit avec en plus la menace de la révocation immédiate pour tous les récalcitrants. Ainsi que l'écrit le socialiste Marcel Samba, citation, « Donner à l'enfant des connaissances sans lui enseigner la foi, c'est la lui ôter. L'école sans Dieu est l'école contre Dieu. Nous n'y pouvons rien, c'est la force des choses. » En voilà un au moins qui n'est pas hypocrite. Effectivement, ne pas parler de Dieu à un enfant, c'est être contre Dieu. C'est l'évidence. Citation, « Des principes moraux de l'école laïque se dégage une lumière éclatante qui chasse devant elle les ténèbres séculaires au sein desquelles la pensée de l'homme était engagée dans une sorte de torpeur. » Ça figure au journal officiel de la République française. Tel est le programme métaphorique, comme dit François Brignot, d'Émile Combes, en vertu duquel, fin août 1902, 30 000 élèves sont jetés à la porte de leurs écoles. En 1905, Combes devra démissionner après la mise au jour du système secret de délation exercé par le ministère de la Guerre, le ministre de la Guerre, général André, sur les officiers, grâce à la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle l'affaire des fiches. Combes en connaissait l'existence, ça ne le dérangeait pas. Il aurait d'ailleurs souhaité l'étendre aux candidats aux emplois de la fonction publique. Tel était le fond du combisme. Mais son action est poursuivie par son successeur, Maurice Rouvier, qui fait voter la loi de séparation de l'Église et de l'État le 9 décembre 1905, dont la conséquence la plus odieuse seront les inventaires, vite interrompus devant les incidents parfois sanglants qu'ils provoquent. Tous les gouvernements jusqu'à la guerre de 14 appliqueront la loi et fermeront les écoles catholiques. Je pense en particulier à la loi dite Gatel, établit qu'il pouvait y avoir une capacité d'empêcher de la part du ministre de l'Éducation nationale l'ouverture d'une école hors contrat. Cela fait partie d'une stratégie donc générale de défense des valeurs de la République.